J'observe le marché des agences depuis un moment et je vois deux types de personnes qui prennent la parole sur ce sujet. Ceux qui enseignent et ceux qui font. Et ce sont rarement les mêmes. Aujourd'hui, je te montre ce que ça donne quand on fait vraiment. C'est pas une étude de cas reconstruite a posteriori. Ok, ça c'est le dashboard d'un client que tu vois, avec les données sur les 12-13 derniers mois qu'on l'a accompagné. Et on va passer tout ça en revue. Je vais te montrer comment on a développé son chiffre d'affaires, quelle infrastructure on a utilisée. Je vais te la donner clé en main, tu pourras la reprendre. Tout est fait pour que vraiment on aille au cœur de ce que c'est que gérer une agence avec l'IA aujourd'hui en 2026, avec l'exemple concret d'un client. Avant de plonger dans les chiffres, le contexte, etc. Ce client-là, c'est un gérant qui est venu nous voir en mars 2025 par recommandation. La quasi-totalité de mes clients viennent par recommandation. Et j'avais un gros problème. C'est que quand on a démarré en mars 2025, c'était une boîte qui faisait que 23 000 euros de CA mensuel. Donc impossible de facturer du business partner comme on le fait habituellement. Impossible de lui facturer des frais de démarrage, un forfait mensuel et de prendre un pourcentage sur sa croissance. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai fait une offre qu'on appelle Land and Expand, pour ceux qui suivent un peu ce qu'on pratique, et c'est une offre qu'on a mis en place sur 3 mois, ok, pour augmenter son chiffre d'affaires. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Les problématiques qu'on avait, c'est que cette boîte-là, qui vend principalement de la clim et du chauffage, vendait ce qu'on appelle du monosplit. C'est-à-dire, c'est des climatisations qui sont simples, avec un panier moyen qui était autour des 3300 euros par devis validé par le client. Son problème, c'est qu'il avait une bonne équipe technique, j'ai envie de te dire. Hop, je vais vous remettre la data complète. Vous allez voir, on va passer là-dessus, on va tout analyser ensemble. Pourquoi est-ce qu'à des moments on a stagné comme là sur ces deux plateaux, qu'est-ce qu'on a fait, toutes les datas qu'on a, etc. Ça, c'est la vue qu'a le client. Okay, ça lui permet de suivre ce qu'on met en place et tout ce qu'on a réalisé pour lui. Donc vous voyez que depuis le début, on lui a apporté 1 662 900 euros de chiffre d'affaires. C'est un client qu'à la base, je vous l'ai montré, il faisait 23 000 euros de chiffre d'affaires. Il avait une bonne équipe technique, un bon produit, mais aucune infrastructure d'acquisition digne de ce nom. Pas de pub qui tourne correctement, pas de processus de vente structuré, pas de suivi automatisé. Bref, tout était manuel et c'était le genre de chef d'entreprise classique qu'on retrouve en France, qui bosse 45, 50, 60 heures par semaine à gérer son business, mais qui plafonne. Et il comprend pas pourquoi il plafonne. C'est un peu la même chose qu'on retrouve chez les fondateurs d'agences, qui plafonnent et qui comprennent pas pourquoi ils arrivent pas à scaler comme les autres. Donc ce qu'on lui a proposé, ce n'est pas de gérer ses pubs méta, c'est qu'on lui a dit, on va construire une infrastructure d'acquisition complète qui couvre les 5 piliers de ton business, de l'offre jusqu'au reporting. Et on va automatiser tout ce qui peut l'être avec l'IA. Et on a aligné nos intérêts avec les siens, et c'est pour ça que si je vais sur la vue d'agence, hop, dans le dashboard, tu vas voir qu'on a un pourcentage sur la croissance qu'on lui apporte. Okay, c'est ce qu'on appelle le revenu cher. C'est 2,5% sur la croissance qu'on lui a apporté au-dessus de son chiffre d'affaires initial. Donc, s'il gagnait pas plus, on gagnait rien, et c'est un peu une partie du modèle business partner. Donc, je vais te montrer tout ça dans le dashboard qu'on utilise pour suivre le client au quotidien. On va voir le côté client et le côté agence. Avant l'IA, tout ça, on l'avait sur des Excel. Okay, on ne l'avait pas de manière automatisée comme ça pour le client. Et la première des choses que tu dois comprendre, c'est ce que je commençais à te montrer tout à l'heure, c'est que quand on a démarré avec lui, il faisait donc ses 23 000 euros de chiffre d'affaires, et on est parti sur une formule de 3 mois. On lui a dit, écoute, nous aujourd'hui, tu fais pas assez de chiffres pour que ce soit intéressant pour nous. Néanmoins, comme c'était un deal qui venait par recommandation, que je connaissais très bien la personne qui me l'avait envoyé, je pouvais pas trop refuser, parce que j'avais quand même un gros contrat derrière avec lui, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du land and expand, et donc on l'a pris sur 3 mois, où on a facturé que des frais de setup, ok, pour mettre en place l'infrastructure, et on lui a dit, tu verras que dans 3 mois, ton chiffre d'affaires va augmenter. Et donc on est passé de 23 000 à 48 000 euros de chiffre d'affaires. On a reprolongé cette offre sur 3 mois jusqu'à août 2025, donc au final on a fait 6 mois sur des offres comme ça, et on l'a scalé, donc je crois que c'est le mois de septembre où on passe la barre des 100 000 si mes souvenirs sont bons. Voilà. À partir du mois de septembre, donc on a fait 3 mois ici de Land and Expand, suivi de 3 mois supplémentaires où il a repayé des frais pour qu'on le suive pendant 3 mois. Et à partir de septembre 2025 et de ce chiffre d'affaires là, à ce moment-là, on est passé sur une offre business partner classique avec forfait mensuel, revenu sur la croissance, etc. Ça, c'était pour toute la partie qualification du prospect pour que tu comprennes. Maintenant, voilà le dashboard. On est sur la vue d'ensemble. Ce que vous voyez ici, c'est les données sur 13 mois de mars 2025 à mars 2026. Aujourd'hui, c'est une boîte, donc on a amené de 23 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 325 000. Et ce qui est intéressant dans cette stratégie, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on est premièrement sur un client qui est le client français, le client type français qui veut scaler, et qu'on est sur une acquisition qui est quasiment 100% en ads. On voit l'organique et les referrals. C'est très léger, c'est très léger, mais c'est volontaire. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a fait que de l'ads pour scaler très vite. On a des plateaux, il y a des moments où on scale pas, on peut pas scaler, je vais vous expliquer pourquoi. Il voit son retour sur investissement par rapport, donc son return on ad spend, combien il a de retour
sur investissement par rapport au budget ads qu'on dépense. Il voit son coût par leads, et là, je pense qu'on a atteint un plateau, on va avoir du mal à réduire son coût par leads. Et surtout, il a un récap complet de tout ce qu'on a fait. Ça, pour moi, c'est la data la plus importante pour lui parce que c'est ce qui justifie le fait qu'il nous paye. Okay, donc on lui a mis toutes les infos qui étaient importantes pour lui, il les voit, son panier moyen, la conversion, ses avis Google, le coût par deal, le coût par leads, etc. Le ROAS, pour ceux qui ont bien compris, et le budget ads qu'on dépense. Donc, on a un coût par leads aujourd'hui qui se situe à 39 euros. Il était à 71 euros quand on a démarré. Si je vais juste ici, hop, ouais, on était à 71 euros. Aujourd'hui, on est à, hop, si je vais sur mars 2026, on est à 39 euros. Donc, on a fait un gros travail là-dessus. On l'a divisé presque par 2 en 13 mois. On a un retour sur investissement qui est de 7,9. Donc pour 1 euro investi en publicité, le client génère presque 8 euros de chiffre d'affaires. Alors que quand on a démarré, je crois qu'on était à 2,80. Donc le premier mois, vous voyez, c'était vraiment pas fameux. Faut pas croire qu'on va arriver, on va mettre en place une architecture comme ça, une infrastructure IA et que ça va scaler d'un coup. Non, il y a beaucoup de problématiques qu'on a eues. Je vais entrer dans les détails. On revient sur la partie avec le graphique du chiffre d'affaires. Cette courbe-là, c'est celle qui raconte toute l'histoire avec ce client. Vous voyez bien que c'est pas une ligne droite, ok, c'est pas linéaire comme si on était parti d'ici et qu'on était monté directement à 350 000 euros de chiffre d'affaires. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu plusieurs problématiques. Vous voyez, je pense, il y a 2 plateaux plutôt visibles, donc de mai à juillet 2025, juste ici, on a eu un premier plateau où on a eu quelques difficultés, puis un deuxième plateau de octobre à décembre 2025, okay, où on a eu d'autres difficultés. Le premier, juste ici, que vous voyez, qui est juste ici, c'est quand on venait de passer de 23 000 à 57 000 euros en 4 mois, et on a stagné. Pourquoi? C'était pas un problème marketing, okay, c'était un problème de capacité, c'était un problème humain. Le client n'avait pas assez de techniciens pour absorber le volume qu'on apportait. Donc on a dû l'aider à recruter, à former, et pendant ce temps-là, on a maintenu les publicités, ok, on n'a pas augmenté le budget, on est resté stable, et ça c'est le genre de pratique, le genre de plateau, okay, que vous allez retrouver régulièrement chez vos clients. C'est-à-dire que sur des business physiques comme celui-là, où tu installes des clims, du chauffage, etc., il y a une limite humaine. Tu peux pas scaler de manière linéaire sans prendre en compte les équipes du client. Donc ça, c'est un premier palier sur lequel, pendant 3 mois, on a dû se contenter de ne pas augmenter notre CA. C'est très important parce que c'est les fondations du business. Si on avait scalé ici sans respecter l'équipe et la capacité de l'équipe à accepter des chantiers, ce qu'on aurait eu, c'est que les avis Google du client auraient chuté et au final, on n'aurait fait que créer des problèmes qu'on n'avait pas auparavant. Donc parfois, il faut savoir patienter pour mieux scaler après. Et à partir du mois d'août, où on a eu la nouvelle équipe opérationnelle et prête à prendre des chantiers, on a pu débloquer et accélérer un peu la croissance. Et c'est là où on est passé justement de 57 000 à 86 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois, puis on a tapé les 115, je crois, si je dis pas de bêtises, 117 ou 115 sur septembre 2025, on était à 115. Voilà. Donc une fois qu'on a atteint ce palier à 115, derrière, c'est là où je vous l'ai dit, on est passé sur un modèle business partner où on a pu facturer comme on le fait habituellement. Derrière, on a atteint le second plateau. Okay, de novembre à décembre, on a stagné de nouveau. Cette fois-ci, c'était pas l'équipe terrain le problème, c'était l'équipe commerciale. L'équipe commerciale qui était le goulot d'étranglement de la boîte. On avait trop de leads, mais pas assez de capacité de closing. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré à ce niveau-là. On a mis en place l'analyse des appels avec l'IA notamment, pour améliorer les taux de closing des commerciaux. On a mis en place d'autres automatisations pour les sortir du closing et gagner du temps, et faire en sorte qu'ils ne s'occupent que des prospects les plus qualifiés qui sont prêts à acheter maintenant. Donc on a resegmenté tout le secteur commercial, et c'est là où, quand on a fait ça, à partir de janvier, on a pu reprendre un scaling beaucoup plus agressif, et vous le voyez sur les 3 derniers mois, on est quand même passé de 200 000 à plus de 200 000 à 325 000. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. On ne scale pas de manière linéaire, on scale par palier. Hop, je vous les ai mis ici, les paliers, les plateaux, que le client voit lui aussi, puisque ça c'est ses data à lui. On scale par palier, et à chaque palier, il y a des problématiques différentes à résoudre. Ok, là c'était une problématique humaine, technique, on n'avait pas assez de techniciens pour accepter les chantiers. Et ici, c'était plutôt la partie commerciale qui posait problème. Et à chaque fois, on vient résoudre ces problématiques-là. Comment faire pour qu'un chef d'entreprise te fasse confiance pour mettre les mains et le nez dans ses affaires? C'est que quand tu le prends de 23 000 en mars et qu'au mois de juillet, tu es à 57 000, tu as une certaine légitimité pour lui dire « Ok, je pense que là, la problématique qu'on a, c'est ça. » Ta crédibilité, elle vient... Bah là, je l'avais parce que c'était un client qui venait par recommandation, donc il savait ce que j'avais fait pour son pote. Donc j'avais pas de problème de crédibilité, mais si toi tu démarres, c'est là où on va te juger. C'est sur ce que tu vas délivrer. Ensuite, point très important, le nombre de leads par mois. Je vous en ai parlé en début de vidéo et je voulais revenir dessus. C'est quasi que du 100% ads. Ok, on le voit, l'organique et les recommandations, c'est marginal, ça représente quasiment rien. C'est un choix stratégique. Pourquoi? L'objectif, c'était de contrôler le volume avec le budget pub
pour avoir une croissance prévisible et un scaling beaucoup plus simple. Quand tu comptes sur l'organique et les recommandations, tu es dépendant. Sur l'organique, ça aurait été le SEO, le référencement naturel, etc. J'avais pas envie de compter dessus et ça prend très longtemps. Il y en a pour facile 6 mois pour avoir des bons premiers résultats. Et la recommandation, quand on a démarré, on était à 3.2 d'avis Google. On n'était pas à 3.2 parce qu'ils étaient mauvais. Ok, ils avaient un bon service. Le problème, c'est que les clients satisfaits ne mettaient pas d'avis. Donc, c'est très français. On est content, on ne dit rien. On n'est pas content, par contre, on va l'exprimer. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros taf à faire là-dessus. Et d'ailleurs, tu le vois parce qu'on est passé de 3.2 à 4.8 aujourd'hui. Avec notamment des avis, une fois que l'équipe est passée, que tout a été installé, que ça se passe bien, etc. On envoie des campagnes et on leur fait poser un avis. Okay, ça, c'était super important pour accélérer le scaling. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, on ne peut pas scaler une boîte dont le service ou le produit est mauvais. Okay, ça ne marchera pas. Ensuite, si on se pose et qu'on analyse cette partie ROAS et CPL, on a un ROAS qui monte de 2.8 à 7.9, pendant que le CPL descend de 71, je crois. On était à 71, ouais 70,5 à 39 aujourd'hui, quasiment 39. Ça, c'est l'effet de l'optimisation continue. C'est l'effet des A/B tests de testing sur les créas, sur les landing pages, sur les audiences qu'on a eues, les retargeting, etc. Tout ça, on l'a géré quasi uniquement par des automatisations. Ok, ça n'a pas été manuel. L'objectif, c'était d'utiliser l'IA au maximum. Pourquoi? Déjà parce que c'est un client, je vous rappelle au départ, qui gagnait pas d'argent. Donc j'avais quasiment rien à facturer. Donc mathématiquement, je pouvais pas mettre mes meilleurs éléments sur le coup. Il fallait qu'on utilise l'IA au maximum. Et derrière, une fois qu'on avait passé les paliers et qu'on est arrivé à des 143 000 euros de chiffre d'affaires, là on a pu se poser, mettre en place un peu plus d'humains et aller chercher le scaling max. Mais au départ, il fallait que ça soit géré par l'IA pour que moi je sois rentable sur la première offre, Land and Expand. Okay, les Land and Expand, c'est des offres qu'on met en place chez les clients qui n'ont pas les moyens financiers au départ de nous payer, mais sur lesquels on sait qu'il y a du potentiel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur facture juste des frais de mise en place, qui payent au démarrage, qui vont couvrir 3 mois d'activité. Nous, on sait que l'infrastructure qu'on met en place, et que je vais te montrer, qui est juste ici, l'architecture, on va cliquer, tu verras, il y aura des éléments. On sait que quand on met en place cette infrastructure, on va délivrer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce pari-là. On a bien fait, puisque tu vois, aujourd'hui, c'est un client qui m'a rapporté le mois dernier 7 645 euros de revenus chers, de pourcentage sur la croissance, sans compter le forfait mensuel que je lui facture. Donc c'est un client, aujourd'hui sans rien faire, il me rapporte 7 645 euros, okay, plus le forfait mensuel. Au total, il m'a rapporté 35 000 euros de pourcentage sur la croissance, plus tous les forfaits mensuels que je lui ai facturés depuis qu'on a passé la barre des 100 000. Donc ça fait 3, 6, 8 mois qu'on lui facture un forfait mensuel. Donc c'est un client qui est extrêmement rentable pour très peu de travail en réalité, puisque comme je te le disais, on a utilisé beaucoup l'IA. Si je vais sur la partie acquisition, hop, qui est juste ici, c'est le pilier numéro 2 dans notre modèle. Ok, tu vois l'architecture, le premier c'est l'offre, le deuxième c'est l'acquisition. Et après je vais tous vous les passer en détail pour vous montrer ce qu'on fait dans chaque pilier. Sur 13 mois, on a généré plus de 6 000 leads, pour un budget total en ads de 309 000 euros. Ok, tu as toutes les métriques ici qui sont intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse en priorité, au-delà du ROAS actuel qui est très bien, c'est le taux de prise de rendez-vous. C'est le pourcentage de leads qui finissent par booker un rendez-vous. On est à 48,5 aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a démarré le premier mois, on était qu'à 32,5%. Donc, mais tu vois même les no-shows, hein, on était à 35%, je te cache rien, c'était énorme. Mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Tu démarres pas avec un taux de no-show à, combien on est aujourd'hui, à 18. Ok, ça marche pas comme ça. Tes métriques, elles sont forcément meilleures si tu es bon au bout d'un an qu'elles l'étaient au départ. Ça, comment on a fait pour passer de 32% à 48,5% aujourd'hui? C'est toute la partie setting automatisé qui fait le travail. SMS, email, WhatsApp, tout est séquencé par l'IA. Quand c'est automatique, tu as forcément moins de chances de te tromper ou d'oublier que si c'est de l'humain. Et le taux de no-show, c'est la même chose. 18 aujourd'hui, 35 au démarrage. La différence, c'est les séquences de rappel automatique avant chaque prise de rendez-vous. SMS la veille, le matin, 1 heure avant. Bon, les trucs comme ça, c'est tout bête, hein. Mais on a aussi mis en place des offres qui font que quand tu reçois l'offre avant de venir en call, tu as envie de venir. Tu sais que si tu rates le call, tu vas rater une belle opportunité qu'aucune autre boîte ne va te proposer. Donc ça, c'est une partie de la secret sauce que tu peux implémenter chez ton client. Je ne te révèle pas l'offre exacte, mais tu peux comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Ça va te permettre de réduire énormément les no-shows. Ensuite, on a
les sources de, de leads. Les sources de leads. Donc je te disais tout à l'heure, on a choisi l'Ads parce que c'est ce qui nous permet de maîtriser notre scaling. L'organique et le referral, donc la recommandation, c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser. Et quand tu veux des résultats et être sûr de ce que tu fais, tu vas passer par de l'Ads. Okay, on ne dépend pas de l'organique qui est imprévisible, on contrôle le robinet. Si je veux accélérer, ben je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut que je dépense plus en ads. Ok, c'est simple. Quand tu vois le budget ads par rapport au chiffre d'affaires généré, tu comprends bien qu'à chaque fois qu'on a augmenté le budget ads, ben on a le CA qui a augmenté. Ok. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que si tu veux faire plus de chiffres, c'est tout bête, hein. Mais si ton produit est bon, il te faut plus de visibilité, plus de distribution. Comment avoir plus de distribution? Ben, je vais augmenter mon budget ads. À partir du moment où je sais que mes ads sont bonnes, où mon retour sur investissement est bon, ben, j'ouvre le robinet, je mets plus de budget, je touche plus de monde, j'ai plus de leads, et si mon équipe commerciale est bonne, ben, je vais closer plus, tout simplement. Ok? L'évolution du coût par leads, elle est très simple. On était à 71, je crois, ouais, quasi 70,5 en mars. Comment est-ce qu'on a fait pour la faire baisser? Ça, c'est le résultat de l'A/B testing. C'était pas compliqué. Je vais pas me jeter de fleurs, c'était pas compliqué parce qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi en ads. Donc, à partir du moment où t'as rien, t'as pas de pixels, t'as pas de structure, t'as aucun tracking, etc., on pouvait qu'améliorer les résultats. Et quand tu fais de l'A/B testing automatique avec l'IA, que tu peux générer des dizaines de variations de créa chaque semaine et garder que celles qui performent et couper le reste, mathématiquement, ça va chuter. Là, je pense qu'on va atteindre un palier, on ne pourra pas chuter beaucoup plus, déjà parce qu'il y a une limite géographique à l'activité de mon client. Donc je pense que là, on va pas pouvoir aller plus bas, mais c'est pas très grave, parce que même si on ne peut pas forcément trop réduire le coût par leads, ce qu'on va venir toucher, ça va être le panier moyen, ça va être... parce que là, je suis sur la vue agence, moi je voulais être sur la vue client, voilà. Ce qu'on va venir toucher, ça va être, donc je te disais, le panier moyen. Et surtout, tu vois, on a mis en place des contrats de maintenance maintenant. Donc c'est ça aussi qui va nous permettre d'augmenter la lifetime value d'un client et d'augmenter le chiffre d'affaires qu'on fait. Ok? Très simple. Si je vais dans la partie vente, c'est là que les leads deviennent du chiffre d'affaires. Donc là, si je vais sur le mois en cours, le mois qui vient de passer, on a eu 56 deals ce mois-ci, ok, avec un panier moyen à 5818 euros. Alors qu'au début, je te l'ai dit, je te l'ai montré en début de vidéo, au début, le panier moyen était de 3300 euros. On est passé de 3300 à 5800. Alors peut-être que pour toi, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Pourquoi? Comment on a fait? Je te l'ai dit en début de vidéo, au début, ils vendaient que ce qu'on appelle des climatisations qui sont du monosplit. C'est la clim la plus basique. Aujourd'hui, le monosplit, qui était à la base son best-seller, ça représente plus que 8% du chiffre d'affaires. 47% c'est du multisplit et 45% c'est du gainable. Je rentre dans le détail technique, mais pour que tu comprennes, le multisplit c'est le panier moyen à 3300, le gainable c'est des installations à 10 000 ou 16 000 euros. C'est entre les deux son panier moyen. Donc quand tu passes de facturer 3 000 à facturer 10 ou 16 000, ben ce shift de panier moyen, c'est pas du hasard, c'est ce qu'on a travaillé dans le pilier offre du client. Ok, c'est ce qui nous a permis d'augmenter considérablement ses revenus. On a repositionné les campagnes publicitaires, les landing pages, les arguments commerciaux, tout pour faire pousser le prospect à aller sur l'offre avec les produits premium. Ok, ça reste du business, nous on doit vendre le plus cher possible. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on a augmenté le chiffre d'affaires. Parce que si on avait dû continuer à vendre son panier moyen à 3300 euros, je te dis pas la galère, hein. Je suis pas magicien. Okay, déjà que tu vois, si je te remets le graphique, on a eu des difficultés, ça n'a pas été linéaire, ça n'a pas été facile. Mais si en plus tu fais pas les efforts d'aller facturer des produits beaucoup plus chers, c'est pas possible. Donc ça c'est aussi ton travail à toi en tant que stratège. Quand tu implémentes une infrastructure business partner, bah, tu dois faire une veille concurrentielle pour savoir ce que font les autres, à combien ils vendent, tu dois adapter tes prix, tu dois analyser, tu vois, tu as le suivi de la répartition monosplit, multisplit, gainable, plus les recommandations d'upsell qu'on met en place quand ils vont faire des deals. C'est là où tu vas gagner plus d'argent. C'est que si tu as un panier moyen qui augmente et que dans l'acquisition, tu as des bonnes créas et qu'en plus tu augmentes ton budget pub et que derrière, quand on est dans la partie vente, ça convertit beaucoup plus, tout est réuni pour que ton chiffre d'affaires progresse. Si je reviens sur la partie architecture, donc je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué ce que c'était le fait d'être un orchestrateur IA. Aujourd'hui, nous, quand on va dans des boîtes, on installe ce qu'on appelle des infrastructures business partner IA. C'est ce que tu vois juste ici. Ok, c'est très simple. L'architecture, c'est ce qui te permet d'avoir un impact sur tous les aspects du business de ton client.
C'est comme ça que tu augmentes son chiffre d'affaires et que tu lui apportes un maximum de résultats. Toi, quand tu fais du media buying, tu as un impact que sur l'acquisition. Si tu fais du copywriting, tu as aussi un impact ici. Si tu fais du setting, tu as un impact que sur ce point-là, etc., etc. Aujourd'hui, toutes les boîtes savent qu'un service unique, ça ne marche pas. Ok. Et c'est pour ça qu'elles veulent des infrastructures business partners, comme on met en place, qui vont permettre d'avoir un impact sur tout ce que fait la boîte. Et c'est là où tu as vraiment le maximum de résultats. Nous, quand on prend des agences et qu'on les aide à scaler, c'est ce qu'on leur fait mettre en place chez leurs clients. Il y a l'orchestrateur IA qui est juste ici, qui va gérer différents agents IA, qui sont ceux-là, et qui vont faire le travail. Ok. L'orchestrateur, c'est le cerveau. C'est lui qui ordonne tout. En dessous, tu as les 5 piliers qu'on vient de voir. Le premier, c'est l'offre. Très souvent, 80% du chiffre du client vient de 20% des offres. Ok. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher ces 20% d'offres qui apportent le plus de CA et on va se focus là-dessus. Là, en l'occurrence, chez le client, je vous l'ai expliqué, on n'avait pas cette data-là. Son problème, c'était pas de savoir quel était le 20% des offres qui rapportaient, c'est qu'en fait, les offres de multisplit et de gainable, il ne les mettait pas en avant. Il mettait en avant le produit le moins cher. Donc c'était compliqué de scaler. Donc on a dû refaire un travail psychologique avec lui, une veille concurrentielle pour lui expliquer pourquoi en France, des boîtes dans le même domaine que lui, pardon, faisaient beaucoup de chiffres avec des offres similaires. Ces boîtes-là, elles n'avaient rien de plus que lui. C'était les mêmes produits avec les mêmes fournisseurs, Dekin, Toshiba, etc. Tu peux pas, il n'y avait pas besoin de réinventer la roue. Donc on lui a juste expliqué ça, on a fait la veille concurrentielle, un pricing dynamique, on a détecté toutes les opportunités qu'il pouvait y avoir, et c'est grâce à ça qu'on a fait passer le panier moyen de 3300 à plus de 5800 aujourd'hui, et qu'on a poussé l'offre la plus chère, le gainable, qui représentait que 8% quand on a démarré, aujourd'hui c'est 45% de son revenu. Ok, c'est considérable. C'est aussi grâce à ça qu'on a augmenté le chiffre d'affaires. Le pilier numéro 2, c'est l'acquisition. Dans l'acquisition, on a à minima 6 automatisations. Ok. Là, ce que je vous montre, c'est sur ce client-là, c'est le plus petit client que j'ai aujourd'hui. Vous allez sur ma chaîne, vous voyez, en général, les clients qu'on a, le plus gros, il fait 60 millions par an, j'en ai parlé. Mais là, je vous l'ai dit, c'était un petit client, donc il fallait mettre en place le maximum de choses automatisées par l'IA et y passer le moins de temps possible. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était pas rentable, c'était pas intéressant financièrement. Dans la partie acquisition, on a 6 automatisations. Le fait de générer des créas, d'optimiser ces créas, les audiences, les A/B testing automatiques, les landing pages, les promesses, euh, la gestion de son Google My Business, la gestion derrière de toute la partie. Parce que ça, c'est bien d'être bon en acquisition. Ok, c'est cool, c'est bien, tu sais lancer des pubs, tu sais optimiser, tu peux le faire automatiquement, tu fais tes A/B tests. Mais si sur la partie vente, t'es pas bon, ce que tu fais ici ne sert à rien. Et donc, là, c'est bien parce qu'on a généré plus de 1000 leads par mois avec un coût par leads à 39 euros là, sur le dernier mois. Mais pourquoi est-ce qu'on convertit autant? C'est parce que sur la partie vente, on a 7 automatisations actives. Qualification, settings, analyse des appels de l'équipe commerciale. On travaille le script à chaque fois pour récupérer les objections. Je vous donne un exemple très simple, mais aujourd'hui, quand on a un an de data comme ça, on récupère tous les calls de vente, on en sort des transcripts. Ces transcripts-là, on les donne à Claude. À partir de là, Claude, il est capable de nous dire quel est l'avatar client exact, quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent et comment y répondre avant qu'elles arrivent, quels sont les points décisifs qui font basculer une vente, okay, pourquoi est-ce qu'on arrive à vendre, quels sont les arguments qui résonnent le plus chez les clients qu'on a en face de nous. Bref, avec ça, on peut avoir des prédictions de closing, on sait quels sont les upsells qui marchent le mieux, à quel moment de l'appel il faut les proposer pour avoir les meilleurs taux de conversion. Bref, c'est vraiment le pilier le plus dense parce que c'est vraiment là que tu transformes le leads en argent. Ok. Ça, c'est extrêmement important. Je pourrais faire une vidéo dédiée juste à cette partie vente parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui et que 99% des boîtes en France ne font pas que quand tu mets tout ça en place, et là c'est juste le strict minimum, tu gagnes un temps fou et t'améliores considérablement ton taux de closing. Le taux de prise de rendez-vous, on est quand même passé de 32% à 48%, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et le no-show, on est passé de 35% à 18%. Ok. C'est énorme. C'est dans le pilier vente, hop, le taux de no-show, hop, si je prends le dernier mois, qui est juste dans l'acquisition, on est à 18%. On était à 35 au départ. 6 mois après, on était à 40%. Donc on est passé de 32 à 40 à 22, pardon, puis
à 18. Tout ça grâce à quoi? Grâce à ce qu'on a dans la partie architecture juste ici. Ok, c'est cette automatisation notamment. Sur le pilier delivery, alors là, c'est un peu différent. Pourquoi? Bon, on a 6 automatisations actives, c'est cool. Tout ce qui va être planning des interventions, onboarding, suivi satisfaction, support client IA, c'est tout ce que je t'ai montré tout à l'heure, ce dont on a parlé. Et pourquoi c'est un peu différent? Parce que c'est un pilier où très souvent les agences ne vont pas s'impliquer. Elles vont se dire, moi, mon travail, il s'arrête ici. Ils ont closé, merci, au revoir. Le reste ne me concerne pas. Ils gèrent leur boîte comme ils veulent. Soit tu te dis ça parce que tu penses que tu n'es pas légitime, soit parce que tu penses qu'on va pas t'écouter, bref, peu importe. Pourtant, c'est un pilier extrêmement important. Pourquoi? Les agences qui n'ont pas d'impact là-dessus, c'est aussi pour ça qu'elles se font virer au bout de 3 mois et qu'elles ont un taux de churn élevé, un taux de clients qui les quittent très rapidement. Nous, on intervient sur la satisfaction post-vente, c'est ce genre de comportement qui fait que tu peux générer des avis Google de tes clients satisfaits, au lieu de ne laisser parler que ceux qui ne sont pas 100% satisfaits, comme c'était le cas avant qu'on récupère cette boîte. C'est comme ça aussi qu'on a pu mettre en place les contrats de maintenance, qui n'existaient pas, qui permettent de générer du revenu récurrent en plus. Ok. Et c'est là, en fait, où c'est ces petits détails-là qui vont te rendre encore plus indispensable auprès de la boîte. Ok. Parce que tu vas améliorer son image, tu vas générer de nouveaux revenus, tu vas te rendre indispensable. Il faut toujours faire l'extra mile. Ok, il ne faut pas juste se contenter de faire ce pourquoi tu es payé, il faut toujours délivrer un peu plus. Et nous, c'est ce qu'on fait. À chaque fois, on vient proposer de nouvelles idées à la boîte en leur disant, ben, tenez, on a vu ça, peut-être que ça pourrait être intéressant de le mettre en place. Parfois, ils acceptent, parfois, ils pensent que c'est pas opportun, peu importe. L'objectif, c'est que quand il y a une réflexion sur le développement, on fasse partie de cette réflexion-là. Ok. Le dernier pilier, c'est le reporting. Très simple, bah, tu l'as en direct, hein. Ce que je te montre ici, c'est ce que voit le client. Donc c'est sa partie à lui, il a une idée de ce qu'on a mis en place. Je lui laisse voir volontairement, parce qu'il n'y a rien de secret, et que tu n'as aucune grosse boîte aujourd'hui qui va te laisser gérer sans qu'elle sache exactement ce que tu fais. Si tu as peur de dire à ton client que tu fais de la qualification de leads par l'IA, du setting automatisé, que tu as de l'A/B testing, etc., change de métier. Il n'y a aucune vraie boîte qui va te payer des vrais contrats intéressants si tu dis pas ce que tu fais. Tu peux pas te dire, moi je montre pas parce qu'ils vont me copier ou il va me remplacer. Il va jamais te remplacer. Il vient ici, il se connecte, il regarde la data sur la période qu'il veut, je m'en fiche. Mais concrètement, quand il voit ça, ok, il n'y a pas un jour où il va se dire, je vais changer de prestataire. Je vais chercher quelqu'un qui est moins cher. Non, pourquoi? Parce qu'on lui a apporté plus d'1,6 million cette année. Il voit exactement qu'on a dépensé 41 000 euros en ads le mois dernier, on a fait 325 000 euros. Et que quand on a démarré ensemble, il faisait 23 000 euros. C'est peanuts, c'est rien. Ok. Donc, quand tu es sur ton architecture et sur la partie reporting, ce dashboard-là, nous, on le donne à toutes les agences qu'on accompagne. Elles se plug avec tous les différents canaux qu'on utilise et qu'elles utilisent chez leurs clients. Et ça sort le même résultat. Ok. Quand ton client voit ça, il sait exactement ce que tu fais, il ne va pas aller chercher ailleurs. Personne ne va lui proposer ça. Vive l'IA, vive le code. Ok, on vit une période qui est formidable. C'est ultra simple de scaler des agences. Il y a 10 ans, quand j'ai démarré, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, pour revenir à la partie reporting, on a 5 automatisations. Le client a accès au dashboard avec les rapports hebdo automatiques. On a des alertes sur les anomalies qui peuvent exister, des prévisions de CA. Bref, tout un tas de choses. Et comme le client voit ses résultats en continu, il n'a jamais besoin de nous relancer pour nous dire alors où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de news, ah vous m'avez pas envoyé ça. Non. Ce dashboard, on l'a construit avec tous les éléments que les clients nous demandaient au fur et à mesure. Encore une fois, c'est facile avec l'IA. Tu lui donnes les conversations que tu as eues avec tes clients sur les X dernières années, il va te dire ce que veulent tes clients, à quel moment, les datas les plus importantes, comment les mettre en avant, etc. J'ai rien inventé. Ok, j'ai juste repris la data que j'avais, je l'ai donnée à l'IA et on a construit des logiciels comme ça pour se simplifier la vie, pour augmenter encore la lifetime value de nos clients. Quand je montre cette architecture au chef d'agence, au gérant de l'entreprise, la réaction c'est toujours la même. Il nous dit, ça doit prendre un temps fou de construire ça. Alors que non, ça se construit progressivement. On n'a pas démarré en ayant, je sais pas, 6 automatisations, 7 ici, etc. Non. On a démarré, on avait 2, 3 automatisations, puis on a augmenté au fur et à mesure en fonction de la croissance de la boîte. Et 13 mois plus tard, on est là-dessus. Vous avez une couche à chaque fois, et chaque couche augmente la valeur que vous apportez au client. C'est ça la différence fondamentale entre une agence SMMA classique, un prestataire qui va gérer les pubs ou peu importe,
et un business partner qui fait une infrastructure complète, et cette infrastructure, elle devient indispensable. Le client ne peut pas s'en passer. C'est pour ça que le taux de churn qu'on a, il est quasi nul. Parce qu'aujourd'hui, même si demain il a un doute, il va se connecter comme il le fait tous les jours. Il va voir ces stats-là, et c'est indéniable, tu ne peux pas partir. Et même si on prend que les 3 premiers mois, on lui a dit, ok, nous, pendant 3 mois, on bosse avec toi, tu vas voir ce qu'on fait. 2 premiers mois, on met en place le setup, etc. Mais au bout des 3 mois, il est quand même passé de 23 000 à 48 000. J'ai pas révolutionné son business, ok. J'ai juste fait des actions super simples avec les stratégies qu'on utilise, qui nous ont permis d'augmenter, son CA, évidemment on a augmenté le budget ads, on a augmenté le ROAS, on a augmenté son nombre de leads, parce que bien évidemment que les commerces comme ça, qui, évoluent à l'échelle régionale, nationale, ils manquent de CA parce qu'ils ne sont pas structurés. Donc c'est pour ça qu'on met en place des infrastructures pour structurer et avoir de bonnes fondations. Mais ils manquent aussi de visibilité. Ne leur parle pas d'acquisition client, ils ne savent pas en faire. On a augmenté le nombre de deals qu'il avait, on a augmenté légèrement le panier moyen. Donc forcément, au bout des 3 mois, quand ils voient ça, ok, et même sa note Google, parce que ça reste la note Google, paradoxalement, c'est un élément qu'ils aiment beaucoup. Ok, ils sont super attachés à leur note Google. Donc quand ils passent de 3.2 à 3.6, à la fin des 3 mois, évidemment qu'il va reprolonger avec nous. Okay, c'est pour ça que je vous dis, c'est étape par étape. On ne passe pas de 23 000 à 320 000 en 6 mois. Ça ne se passe pas comme ça prend du temps. Okay. Il y a deux choses. Donc là, j'étais sur l'architecture, c'est très bien. Je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionne. Si je vais sur mon côté agence, hop, je vous mets la vue d'ensemble. Comme ça, vous voyez exactement ce que moi je vois quand je me connecte le matin. Après, j'ai juste à cliquer et à voir le drop-down de mes clients qui sont juste ici. J'ai toute ma data à un seul endroit. Ok. Ça, c'est super important. Parce que avant, quand je voulais gérer, ben, c'était des Excel, c'était des GHL. Moi, j'aime pas trop le. Si vous utilisez GHL, on l'utilise nous. Le dashboard et tout, c'est une usine à gaz le truc. C'est pas beau. Je trouve ça pas beau et pas très intuitif. Alors que là, c'est construit comme moi j'aime utiliser les choses. C'est beaucoup plus intéressant, c'est à mon image. Si demain j'ai envie de changer une automatisation, je la change. Si je veux changer les couleurs, je les change, on s'en fiche. Mais c'est à mon image, c'est quelque chose que je suis content de consulter. Et j'ai toutes mes datas à un seul endroit. J'ai le dashboard par client, et après j'ai le dashboard global où je sais mon revenu cher en cours avec tous les clients que j'ai, le revenu total de la boîte, combien me coûte mon équipe, etc. etc. Donc financièrement, j'ai une gestion qui est ultra simplifiée, notamment grâce à l'IA. Le dernier point, celui qui va intéresser euh, nos amis et vous qui regardez cette vidéo qui avez des agences, c'est que tous les clients ne vont pas me rapporter la même chose. Ok. Il y en a, bon, celui-là, c'est un petit client, il rapporte 7600 euros de revenus chers. On a un contrat qui n'est pas non plus le contrat le plus élevé parce que c'est un client qu'on a pris du début. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que on a fait mûrir ce contrat-là. On n'est pas arrivé tout de suite en disant, ok, tu fais 23 000, je vais te facturer 7 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. C'était impossible. Déjà, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est même pas du net, et ils faisaient pas d'argent. J'en vois beaucoup qui sont très pressés parce qu'ils voient des gros chiffres sur YouTube et ils veulent facturer très cher très vite. Non, les gars, la relation avec le client, elle se construit. Si tu sens que le client il a du potentiel parce qu'il est sur un bon marché, que toi tu penses que tu peux l'aider à scaler, etc., accepte de faire une offre sur 3 mois où tu vas mettre en place une infrastructure comme ça, et au bout des 3 mois, tu vas pouvoir revoir ton contrat à la hausse. Donc comme je te disais, tous les clients ne me rapportent pas ça. Il y a des clients qui me rapportent beaucoup plus. Mais il y a un principe qui est universel dans cette stratégie. Ce qui est universel, c'est le principe du business partner. C'est qu'un petit nombre de clients, ok, tu vas avoir un petit nombre de clients à qui tu vas mettre en place une infrastructure comme ça, qui tourne toute seule quasiment. Tu vas juste avoir une personne qui va repasser dessus de manière, j'allais dire en daily, de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire, peu importe, qui va vérifier les stats. Et encore, sinon, tu peux faire comme nous, hop, dans ton reporting, tu mets des alertes. Comme ça, tu sais exactement quels sont les clients sur lesquels tu dois avoir un focus aujourd'hui ou cette semaine ou autre. Ça, c'est ça. Ouais, faites-le, hein. Vous allez gagner un temps fou, je vous assure, c'est incroyable. Et ce principe universel, c'est que l'infrastructure IA elle va tourner toute seule quand tu sais exactement ce que tu mets en place. Ta rémunération va augmenter quand le client va grandir. Et c'est mathématiquement l'inverse du SMMA classique, où tu dois avoir, si tu veux faire plus de 100 000 euros comme on fait nous, et que tu factures 1 000 euros par mois, il te faut 100 clients. Ok. C'est impossible à gérer. Là, on a 5, 6, 7 clients parfois, et on fait ces gros chiffres-là parce que le pourcentage sur la croissance qu'on apporte aux clients nous permet de scaler juste par les résultats qu'on délivre. Et entre le forfait mensuel
et les frais de setup qu'on facture au début, financièrement, on est plus que bien. C'est plus qu'intéressant par rapport à un schéma classique où toi, tu viens, tu factures ton service 1 000 € par mois et tu touches rien et tu t'en vas. Et tes clients te quittent. Pourquoi? Parce que t'as rien. T'as pas de, t'as pas d'infrastructure, t'as pas de data à leur montrer. Ils n'ont pas tout ça où ils peuvent se dire, ok, ah ouais, le mec quand même, il a fait un sacré travail. Souvent, les agences, elles sont même pas bonnes en reporting. C'est-à-dire que vous travaillez, mais votre client, il sait même pas ce que vous avez fait. Il doit vous demander, ouais, on a fait quoi, on en est où, est-ce que tu peux me faire un retour? Quand le client te dit, ouais, est-ce que tu peux me faire un retour? Tu peux être sûr que déjà, c'est qu'il commence à douter. Ok. Donc, ce que tu viens de voir, c'est ce que le modèle business partner produit quand il est bien construit. Et je te dis ça clairement, je te montre les choses, c'est pas magique, c'est pas instantané, c'est pas forcément pour tout le monde non plus, ça prend du temps. Donc ceux qui sont pressés, qui pensent qu'ils vont scaler en 24 heures, passez votre chemin. Par contre, ce qu'on construit, ça, ça demande en général 6, 7 mois de travail rigoureux avec une boîte. Et les vraies boîtes, elles le savent. Tu vas pas les scaler du jour au lendemain, comme toi, tu vas pas avoir ton meilleur physique en 2 mois à la salle. Ok, il faut déployer les 5 piliers, savoir ce que tu fais, etc. Donc si tu gères une agence aujourd'hui, que tu plafonnes, que tu galères, que tu travailles comme un chien, que tes clients te rapportent pas ça, ou que tu n'as même pas ce genre de reporting avec tes clients, très simple. Tu cliques dans le lien dans la bio, tu rejoins le school, je vais t'aider à les mettre en place, ce genre de reporting pour conserver tes clients. Et je t'aiderai aussi à passer sur le modèle business partner pour que tu apprennes à facturer du high ticket, à suivre des clients comme on l'a fait qui n'ont pas forcément les moyens au départ, mais que tu vas scaler pour aller les amener sur des budgets où ils vont pouvoir te payer des frais de démarrage, un forfait mensuel et un pourcentage sur la croissance, et pour t'aider à aller bosser avec des boîtes qui font entre 3 et 10 millions par an et qui ont besoin de ces services-là, parce qu'aujourd'hui, en France et même à l'étranger, tu as des tas de boîtes qui n'ont pas d'IA en place. Il n'y a pas d'IA dans les boîtes. Donc, va les installer, va chercher des gros contrats, va délivrer des résultats. Pour ça, c'est très simple. Tu cliques dans la bio et on se retrouve tous les deux pour échanger.